Okapi, vous êtes le bienvenu si vous venez à peine de nous prendre en cours de diffusion. Un jour, une histoire révisite quelques pages de l'histoire de notre pays. Nous avons le plaisir, le bonheur de recevoir l'un des acteurs majeurs de l'histoire de notre pays. J'ai cité Vital Kamere, président de l'UNC, mais c'est aussi un des acteurs majeurs, un témoin de l'histoire de notre pays. Monsieur Vital Kamere, bonjour. Bonjour et bonjour à tous les auditeurs de Radio Capi. Nous sommes heureux de vous rencontrer aujourd'hui pour parler de l'histoire de notre pays. Aujourd'hui, nous allons nous intéresser un peu à la présence des Nations Unies en RDC. Cette présence qui ne date pas d'aujourd'hui, qui ne date pas de l'arrivée de la MONUC ou de la MONUSCO. Vous êtes d'ailleurs l'un des rares Congolais qui a eu à avoir travaillé directement avec les Nations Unies, avec l'installation de la MONUSCO. Que pouvez-vous dire sur la présence des Nations Unies en RDC? Oui, la présence des Nations Unies en République démocratique du Congo, d'abord je vous remercie de m'offrir cette occasion pour revisiter l'histoire de notre pays. Et ça va nous permettre évidemment de voir les faiblesses et les points forts de la mission des Nations Unies au Congo. Mais la présence de cette mission, ce n'est pas un fait du hasard. Cette présence se justifie du fait que la paix, la sécurité étaient perturbées dans notre pays. Et pour en parler, il faut rappeler un fait majeur. Alors que les Zaïres de l'époque vivaient en paix, nous n'avions pas de conflits sur le territoire congolais, nous n'avions pas de rébellions, il faut le souligner à haute voix. Notre voisin, le Rwanda, a connu un drame en 1994, le génocide du Rwanda. Ce génocide du Rwanda a entraîné sur le territoire congolais près de 2 millions de réfugiés, Hutus, et parmi lesquels les ex-FARC Interahamwe et l'armée de Abiyarimana défaite. Mais il faut souligner qu'à ce moment-là, les Nations Unies étaient présentes au Rwanda à travers la mission turquoise, une mission initiée par la France, mais il y avait aussi une deuxième mission qui était sur place. Qu'est-ce qu'il fallait faire à ce moment-là? Il fallait bien sûr appliquer le droit humanitaire international, laisser les gens en fuite de trouver refuge sur le territoire congolais. Mais il fallait d'abord désarmer les militaires, séparer les militaires des civils, puisque les HCR n'a pas pour vocation d'héberger, de prendre en charge les militaires en fuite. Il y a une autre institution des Nations Unies pour faire ce travail. Mais on va mettre tout ce monde ensemble et ces gens vont traverser avec armes, bagages, argent pillé dans la banque centrale du Rwanda pour venir s'installer au bord du lac Kivu, un jet de pierre du Rwanda. Et évidemment, le Rwanda va dire que cette présence menace sa sécurité. Et ça a été répété plusieurs fois. Et finalement, en 1996, nous allons apprendre comme un fait de génération spontanée qu'il y a une rébellion qui vient de naître à l'est de la République démocratique du Congo pour, soi-disant, libérer le Congo. Et il va être dénommé AFDEL. Mais ici, il faut souligner, c'est aussi ça l'histoire, que l'AFDEL est né après les troubles et l'agression de notre pays à l'est. Et on va confier ce mouvement à Laurent Désiré Kabila. Mais une guerre, mais avec des agendas. Laurent Désiré Kabila, paix à son âme, grand patriote, croyant se défaire du maréchal Mobutu, de la dictature, avec l'aide de ses alliés du Rwanda et de l'Ouganda, mais il va commettre une erreur. Parce que ses alliés et lui n'avaient pas le même agenda. Lui, il avait l'agenda, bien sûr, de pacifier la République démocratique du Congo, ou démocratiser, comme il le disait lui-même. Mais les autres avaient des objectifs. Premier objectif, anéantir leurs groupes armés sur le territoire congolais, les ADF Nalou, la LRA et les ex-FARC Interahamwe, pour que ces groupes ne constituent pas de menaces pour ces deux pays que je viens de citer. Deuxième objectif, latent, mais c'est un secret de polichinelle, mettre la main sur les institutions de la République démocratique du Congo pour bien exploiter les richesses incommensurables et inégalées dont regorge notre pays dans la partie Est et d'ailleurs sur l'ensemble du territoire congolais. Mais nous allons vivre un semblant de libération. Notre joie a été de très courte durée. Les Quinoises, les Quinois et les Congolais de partout ailleurs
ont acclamé M. Laurent Désiré Kabila et les Kadogo, les libérateurs. Mais quelle ne fut la déception du peuple congolais de constater que nous n'avions jamais connu des violations des droits de l'homme massives dans notre pays, où quelqu'un se permet de venir vous demander à vous, à votre femme et à vos enfants, et si vous avez de la chance, on ne viole pas vos filles ou bien votre femme, de quitter votre maison pour qu'ils s'y installent. Quelle ne fut notre déception de voir que la chicotte, la bastonnade qu'on avait connue à l'époque coloniale, restaurée dans notre pays. Et là, la population congolaise qui aime vivre en paix n'a pas supporté cette présence des alliés de M. Laurent Désiré Kabila. Il devait faire un choix entre continuer avec ses alliés, le Rwanda et l'Ouganda, ou rompre la coopération militaire. Un bon patriote, il a fait le choix de rompre le 27 juillet 1998 la coopération militaire avec le Rwanda et l'Ouganda. Il avait demandé au général de l'époque de conduire avec le ministre Mwenze, le général James Kabarebe et le général ougandais avec leurs officiers au Rwanda et en Ouganda. Mais 5 jours après, l'avion d'ICAL, Congo Airlines, est intercepté à l'est de la République démocratique du Congo, à bord James Kabarebe en personne, pour prendre la direction de Kitona. Et ce fut le début, le 2 août, de la vraie guerre d'agression, que la communauté internationale n'a pas voulu nommer par hypocrisie. Pourquoi je dis par hypocrisie? Parce qu'elle a conscience chargée du fait qu'on a massacré 1 million de personnes à Kigali ou au Rwanda d'une manière générale, alors qu'il y avait la présence des casques bleus sur place, n'ont pas pu arrêter cette tragédie que nous condamnons tous aujourd'hui. Mais ce n'est pas à la République démocratique du Congo de payer les frais des conflits internes au Rwanda. Il faut qu'on se mette d'accord à ce niveau-là. Et donc, ces forces vont avancer comme sur un boulevard. Et je vous dis, je suis témoin oculaire et actif de l'histoire de l'époque. On va s'emparer des Inga, on va couper les courants, on va nous couper l'eau dans la capitale. Et ce jour-là, Mzee va décider de nommer le général Kaloumé, avec lequel j'ai travaillé au service national, comme chef d'état-major général des forces armées. Le général Kaloumé, très sage, va expliquer à Mzee, les Kadogo, moi je n'ai jamais travaillé avec eux, je suis ex-phase, je ne peux pas être à l'aise pour commander cette armée, ils ne vont pas m'obéir. Et c'est comme ça que le fils, Joseph Kabila, va être nommé chef d'état-major général de l'armée, et Kaloumé va accepter d'être chef d'état-major chargé des opérations. Et nous allons installer notre QG à l'aéroport d'Ndjili, puisque l'aéroport était déjà menacé. Les forces étaient déjà à Banzangogo quand on installe notre QG à l'aéroport d'Ndjili. Et le 8 août 1998, on va tenir le sommet de Victoria Falls 2 au Zimbabwe. Et tous les pays de la SADC, en application de la charte de la SADC, vont prendre 2 décisions. La première décision, c'est de désigner le président Chiluba de la Zambie comme médiateur pour mettre fin à ce conflit qui vient de se déclencher à la République démocratique du Congo. Après vérification, bien sûr, puisque l'Ouganda et le Rwanda n'avouaient pas leur présence sur le territoire congolais. Il fallait d'abord les avions de chasse avec le ministre tanzanien de l'époque des Affaires étrangères qui avait conduit la délégation, Kikwete, qui est devenu président par la suite. Ils ont survolé Kisangani et Goma. Et ils sont rentrés à Harare et j'y étais avec le général Kaloumé. La délégation était conduite par le général Joseph Kabila et qui a été ambassadeur à Harare à ce moment-là. Et ils vont dire clairement que les troupes rwandaises et ougandaises sont sur le territoire congolais. La deuxième décision, c'était de demander à tous les États membres de la SADC, conformément à sa charte, d'intervenir pour aider un État membre qui est menacé dans sa souveraineté et dans sa tranquillité. C'est comme ça que l'Angola, le Zimbabwe et la Namibie vont dire nous sommes prêts pour venir à la République démocratique du Congo. Et nous allons rentrer avec l'avion de Jupiter, à l'époque une société d'un sujet libanais, avec quelques soldats déjà zimbabwéens, pendant que l'Angola préparait ses troupes pour prendre en tenaille avec les Zimbabwéens et les Namibiens, les Rwandais, puisque c'est comme ça qu'il faut le dire, puisque le 2 août et le 8 août, les RCD n'étaient pas encore créés. Les RCD est créé le 12 août 1998. Donc la question qu'on se pose toujours,
Est-ce qu'un enfant peut être, ou bien une mère peut être moins âgée que son enfant, puisqu'on nous dit la guerre, c'est un conflit interne en République démocratique du Congo. C'est-à-dire les Banyamulenge qui se sont sentis marginalisés de l'exercice du pouvoir, qui ont vu leurs droits violés et donc fâchés. C'est entre Congolais, et donc nous, les Rwandais et l'Ouganda, n'avons rien à voir dans ce conflit-là. Ce qui est curieux et cohérent, c'est que la communauté internationale a accrédité cette thèse. Je vais vous épargner certains passages de l'histoire, parce que nous savons que c'est une émission très courte, pour dire que nous avons participé à la première réunion du Conseil de sécurité. Et je dois ici remercier la France. Parce que la France, avec Jacques Chirac, ont pesé de tous leurs poids. Et Jacques Chirac avait été très dur. Moi, président de la France, je n'accepterai pas qu'un seul mètre carré de la République démocratique du Congo soit occupé par ses voisins. Et donc nous devons dire clairement qu'il s'agit de l'agression. Mais mise en minorité par les autres membres permanents qui avaient leurs intérêts, finalement on va inventer des concepts qui n'ont jamais été utilisés dans les jargons onusiens. On va adopter la résolution 1, 2, 3, 4, le 9 avril 1999. Et cette résolution, au lieu de parler des agresseurs ou des forces d'occupation, on va parler des forces non invitées, c'est-à-dire l'Ouganda et le Rwanda, et les forces invitées, c'est-à-dire l'Angola, le Zimbabwe et la Namibie. Mais quelle hypocrisie! Mais la présence maintenant des missions ou des casques bleus sur la République démocratique du Congo, il faut la situer à la date du 30 juillet 1999, novembre 1999, puisque à ce moment-là, finalement, tout le monde s'est rendu compte que la paix est perturbée en République démocratique du Congo. Pourquoi cette date-là? Cette date fait suite à une autre date ou à deux autres dates. Parce que le président Chiluba, qui a présidé de main de maître le processus de Lusaka, a réussi à faire signer l'accord de Lusaka le 10 juillet 1999. Et là, c'est curieux, puisque c'est une anecdote. La veille, quand nous rentrons, tous les experts, puisqu'on nous a fait revenir, parce que moi j'avais accepté de signer le chapitre 5 qui instituait le dialogue intercongolais, qui était rédigé par 3 personnes. Olivier Kamitatu, dit MLC à l'époque, Azarias Roubero du RCD et votre humble serviteur. Moi je me suis dit en âme et conscience, parce que les villes continuent à tomber, l'intelligence et la sagesse commandaient que nous puissions faire la paix sur papier pour arrêter la tragédie que nous vivions sur le terrain. Et donc ça n'a pas plu à certains collaborateurs de musée de l'époque, des libérateurs. Et on nous a fait venir ici avec d'abord première décision, M. Kamere doit être arrêté, si pas exécuté après. Mais je dois retenir aussi que Mzee Yerodia, qui était ministre d'État des Affaires étrangères, va s'intercaler entre Mzee et moi. Pour dire à Mzee, si vous arrêtez les jeunes hommes ici, alors il faut m'arrêter aussi, ou je deviens opposant, je vais en exil. Parce que cet enfant a fait un travail extraordinaire. Et puis jusqu'à 1h du matin, signera, ne signera pas l'accord de Lusaka. Et bien sûr, vous vous rappelez très bien, on a fait un sondage dans la ville pour dire que bon, la quasi-totalité ou la majorité de la population quinoise demande à Mzee de ne pas signer. Et bien sûr, tous les flatteurs autour de Mzee vont lui dire, signer cet accord, Mzee, c'est vraiment trahir la patrie. Et donc, moi, je suis rentré chez moi à la maison. On va m'appeler à 8h30 pour me dire que Mzee me cherchait à l'aéroport d'Ndjili. Je suis allé à l'aéroport d'Ndjili. Mzee a dit, mais jeune homme, mais pourquoi tu n'es pas venu? Je dis, mais je ne savais pas qu'il y avait une mission. Il m'a amené dans sa cabine et on a fait 1 heure de temps de discussion avec Mzee. Je lui ai dit, monsieur le président, je vais vous dire une chose. Il ne faut jamais tomber dans les pièges de l'ennemi. L'ennemi vous connaît très bien. Et ils savent qu'avec votre orgueil, votre patriotisme, votre nationalisme, vous n'allez pas accepter de signer l'accord de Lusaka. Alors il faut le surprendre. Puisque cet accord parle de retrait de troupes rwandaises, de troupes ougandaises. Soyons intelligents. Allons à Lusaka. Dites tout de suite que vous allez signer, vous allez voir ce qui va arriver. Vous avez dit, mon petit, on va voir ça. Et nous sommes allés, c'est dans la salle de Mwaringusha, je crois, à Lusaka. Le président
du Rwanda de l'époque était là, c'était Bizimungu. Le président de l'Ouganda, lui-même en personne, Yoweri Museveni. Le président de l'Afrique du Sud, Thabo Mbeki, de l'époque. Le président zambien Chiluba et le président Laurent Désiré Kabila. Et le président Chiluba va sortir le projet de l'accord de Lusaka que nous avions rédigé. La partie militaire, en grande partie, était rédigée par le général Itumba, actuellement chef d'état-major général de l'armée, qui travaillait dans la délégation des experts que j'ai dirigée à l'époque. L'actuel AG de l'ANR, Kalev, était aussi dans cette délégation d'experts, et son adjoint était aussi là-dedans. Et donc, Mouzé Laurent Désiré Kabila, quand Chiluba pose la question, il dit, moi je n'ai pas de problème, je n'enlève aucune virgule, parce que Mouzé savait faire aussi de l'humour. Je n'enlève aucun accent, même s'il y a des fautes d'orthographe, moi je signe tout de suite et maintenant. Mais il faut voir comment les présidents du Rwanda et de l'Ouganda ont sursauté dans les chaises. Et était présent aussi Jean-Pierre Bemba comme président du MLC. Évidemment, le RCD à ce moment était rédigé par Émile Ilunga, mais tous les autres grands du RCD étaient là, Ondekane, Bizima Karaha, Mudumbi, Rouberois, tout ce que vous avez connu comme rebelles et commandants du RCD. Et le Rwanda et l'Ouganda vont demander une pause pour se concerter. Nous a dit, mon petit, apparemment, tu avais raison. Et nous étions avec le ministre Chamoulesso, Yerodia, Etumba, Moïse Kongolo. La délégation était très grande. Mon ami fait paix à son âme, Katumba Mwanke. Et Mouzé a commencé à siffloter, dit, mon petit, je crois que tu avais raison. Ils sont revenus 4 heures de temps après, s'il vous plaît. Et qu'est-ce qu'ils vont dire dans la salle? Nous allons signer, mais les deux mouvements de rébellion ne vont pas signer. C'est comme ça que le 10 juillet 1999, nous allons signer seulement entre États. Et le 30 et le 31 juillet, le MLC et l'RCD vont signer. Donc un accord avec 3 dates différentes. Et comme je vous le disais, la résolution 1279, celle qui institue maintenant formellement la mission des Nations Unies, d'observation des Nations Unies au Congo, MONUC en sigle, c'est finalement le 30 novembre 1999. Mais cette mission déjà comportait des germes de son échec. Là où il y a la guerre, là où on viole, on tue, on pille, on a occupé le territoire congolais, mais vous dites que cette mission, c'est une simple mission d'observation. Observation, ça veut dire quoi? Faire les rapports de ce qu'on voit sur le terrain, violation des droits de l'homme, qui a tué qui a fait quoi, sans intervenir. Mais c'est une frustration pour la population congolaise de l'Est de la République démocratique du Congo, de Aru jusqu'à Moba. Pourquoi? Parce qu'on se pose la question, pourquoi on doit venir nous tuer alors que les forces des casques bleus sont là, avec chars, avec des armes sophistiquées. Et donc ça, c'est le premier germe d'échec de cette mission. Et on va continuer comme ça jusqu'au moment où, en mois de mai, après la signature de l'acte d'engagement de Kampala. L'acte d'engagement de Kampala, c'est quoi? C'est-à-dire la mission des Nations Unies, avec son représentant spécial de l'époque, Kamel Morjan, c'est lui qui a signé les SOFA. Ça, il faut rappeler aussi les SOFA. Les SOFA, c'est les statuts d'observation ou de la présence des Nations Unies au Congo. C'est les jargons onisiens. Ces SOFA avaient été signés par Yerodia Abdoulaye Ndombasi, ministre d'État, et par Kamel Morjan, représentant spécial secrétaire général des Nations Unies. Et par la suite, nous allons nous rendre à Kampala pour signer l'acte d'engagement de Kampala le 8 mai 2000. Pourquoi l'acte d'engagement de Kampala? Parce que tout le monde se disait, bon, puisque la guerre continue malgré la signature de l'accord de Lusaka, il faut faire quelque chose tout de suite et maintenant. Et donc, il faut signer cet acte d'engagement pour obliger les forces, là où elles sont en confrontation, de se déployer en arrière de 15 km pour laisser un couloir de 30 km où on va déployer les observateurs des Nations Unies et rendre donc la reprise de la guerre irréversible. Et donc, qu'est-ce qui s'est passé? Nous signons le 8 avril 2000 et le 16 mai 2000,
un fait étonnant dans l'histoire, je crois, des guerres du monde. Alors que le Rwanda et l'Ouganda disaient que c'est une affaire interne aux Congolais. Mais voilà que d'un côté, vous avez James Kabarebe avec l'armée rwandaise et de l'autre côté, James Kazini, alors de James comme par hasard, à la tête de l'armée ougandaise en train de s'affronter dans la ville de Kisangani. Et on a massacré femmes, enfants, jeunes et vieux, et cette ville a été saccagée. Et là, la communauté internationale, devant une telle tragédie, qu'il fallait qualifier de génocide clairement, ne pouvait plus se cacher le visage avec un doigt. Et c'est comme ça que nous allons adopter un mois après, le 16 juin 2000, au Conseil de sécurité, la résolution 1304, pour la démilitarisation de la ville de Kisangani et le retrait sans condition et immédiat des troupes rwandaises et ougandaises du territoire congolais. Mais ça n'a jamais été appliqué. Et c'est comme ça que le 14 novembre et le 27 novembre, le président Mbeki va instituer ce qu'on va appeler le processus de Maputo. Ce processus de Maputo, c'était pour dire, bon, que veut le Rwanda, puisque l'Ouganda avait dit, moi je me retire. Le Rwanda a dit, moi je voudrais qu'il y ait des armements, des ex-phares intérieurement et les retours sur le territoire rwandais. Mouzé a dit, moi je n'ai pas de problème, moi je vais la paix chez moi, vous devez rentrer chez vous. Mais on va connaître un grand incident diplomatique au moment où le général Kaloumé et le général angolais et sud-africain et le général rwandais, à l'époque c'était Kayumba, devaient présenter maintenant le plan que les chefs d'État devaient signer. On va m'appeler aussi dans la salle le 27 novembre. Et Mouzé va me dire, bon, vous remplacez momentanément Mwenze, et vous et Tumba, vous remplacez momentanément Katumba Mwanke. Alors, mon petit, vous allez vous apprêter pour être président de la République démocratique du Congo pendant 15 minutes. Vous allez prendre la parole. Je ne savais pas ce qu'il fallait dire, mais j'ai deviné. Et puis, on m'a donné la parole pour expliquer l'historique de la problématique des conflits au Rwanda, en Ouganda et au Burundi. Et on a démontré qu'à chaque fois que les deux ethnies s'affrontaient là-bas, le Congo était leur déversoir. Et que nous n'avions jamais de conflits interethniques chez nous. Et à la fin, Mouzé va dire, vous avez suivi? Le chef des Interamwe, c'est le président du Rwanda, Kagame. Et il avait avec lui toute sa délégation. L'État qu'on traduise, puisque vous avez refusé de parler en anglais. Le président Kagame, effectivement, pouvait deviner sa réaction. Il s'est mis debout et il a quitté la salle avec sa délégation. Et Mouzé d'enchaîner, et l'autre chef des Interamwe, c'est le président ougandais Yoweri Museveni et les ADF Nalu. Bien sûr que la réaction du président Yoweri Museveni était claire. Il s'est mis aussi debout, il est parti. Et le président Chissano et Mbeki vont dire sorry. La réunion va se terminer puisque nous ne restons plus qu'avec une seule partie, donc il n'y a plus moyen de continuer la négociation ni de signer les documents. Nous allons rentrer dans la chambre. C'était le jour de l'anniversaire de Mzé. On va rentrer à Lubumbashi. Et Mzé va nous demander, mon petit, est-ce que vous ne pensez pas qu'on va me tuer? Et finalement, il fallait prendre une décision entre l'option diplomatique et l'option militaire. Il y avait quelques généraux autour de Mzé, des flatteurs, qui lui disaient, nous avons acheté des armes en Ukraine et donc nous pouvons aller reprendre Pweto et Nono Kalemi et nous pouvons aller jusqu'à Kigali en 2 jours. Moi j'étais en train de rire. Et on a montré à Mzé ça sur un ordinateur, très flatté, mais en même temps c'est un homme intelligent. Moi je dis, mais Mzé, moi je pense que nous devons privilégier la voie diplomatique. Parce que si le terrain militaire, nous sommes faibles, nous sommes infiltrés, nous ne pouvons plus continuer comme ça. Et voilà pourquoi Mzé va prendre les 2 décisions. Talk and fight. Monsieur Kamere, vous aimez la diplomatie avec le général Luecha et Tumba. Et Olenga, vous allez à Harare. Olenga est en vie, Luecha est déjà mort, paix à son âme. Et Tumba est en vie, c'est l'actuel chef d'état-major général. Il va vous dire dans quelle ambiance nous avons signé cet accord qui consacre les sous-plans de désengagement des Harare. Les sous-plans de désengagement des Harare, c'est quoi? Puisque nous ne sommes pas arrivés au désengagement des troupes avec le plan de Kampala, il fallait maintenant des plans spécifiques pour chaque zone de conflit. Et les zones de conflit, c'est quoi? C'est Lissala, c'est Boende à l'Équateur. C'est Kabinda au Kasaï et c'est Kabalo au Katanga. Et donc, on a signé le sous-plan de désengagement. Et dans l'après-midi, Mouzé va nous appeler, nous étions en escale en Afrique du Sud, à Johannesburg, pour nous dire, il faut rentrer. On m'a poignardé dans le dos. Et quand nous rentrons, qu'est-ce qui se passe? Mouzé, oui, nous avons été défenestrés. Et les petits est introuvable. Les petits, c'est qui? C'est Joseph Kabila, perdu pendant 2 jours dans la jungle, dans la brousse de Pweto.
Et puis finalement, son radio va émettre et on va aller l'extirper de là pour les ramener. Ça, c'était une parenthèse. Et donc, nous allons continuer comme ça. Et le Congo ne connaîtra jamais la paix, sinon la signature de l'accord global inclusif qui a institué une transition 1+4 de 2 ans avec une prolongation de 6 mois, une fois renouvelable. Et là, il y avait un dispositif, il faut signer, ça c'est un fait marquant. La communauté internationale a réussi à imposer le CIAT, le Comité international d'appui à la transition. Et un autre principe du droit qui a fonctionné, c'est que le pouvoir arrête le pouvoir. La présence de Jean-Pierre Bemba au gouvernement, des Roubaix-Roy avec tous ses ministres au gouvernement, à côté de Joseph Kabila, a fait que pour la première fois, je crois depuis 1960, le Congo a été géré de façon sérieuse, puisque tout le monde surveillait tout le monde, puisqu'ils savaient tous qu'au bout de compte, on va aller aux élections, il faut être propre. Donc tous les contrats miniers passaient au peigne fin. L'argent suivait la chaîne des dépenses. Et donc, nous allons organiser les élections, et ça, il faut mettre à l'actif, justement, de la MONUSCO, parce qu'elle nous a accompagnés sur le plan de la logistique, sur le plan de la sécurisation des sites, et il faut ajouter aussi un fait marquant pour rendre cette élection possible et la réunification du Congo, c'est le rôle de la radio Okapi. C'est quand j'étais commissaire général du gouvernement chargé des suivis des procès de paix, et même quand j'étais commissaire général adjoint, je me souviens, c'est à travers la radio Okapi qu'on avait toutes les nouvelles du pays. Donc sur le plan communicationnel, le pays était réunifié. 2, c'est avec la MONUSCO que nous avons institué maintenant des voyages dans le décence. Les parents qui étaient au Kivu bloqués, qui devaient rejoindre les leurs ici, ou à Kisangani, j'ai signé des papiers pour que les gens se déplacent dans le décence. On ne peut pas dire que la MONUSCO ou la MONUC a échoué sur toute la ligne. D'autant plus que sa mission première n'est pas de prendre la place de l'État congolais. Mais notre impression, nous étions devant des États parallèles. Il y avait un État qui était la MONUSC, ou la MONUSCO aujourd'hui, et puis le gouvernement congolais qui ne faisait pas son travail. Et finalement, on proclame les élections, mais on a commis une erreur dans l'histoire de ce pays. Et on avait rappelé ça à plusieurs reprises. Quand on met en place le comité de suivi de l'accord global inclusif, quand les Mudumbi et les autres viennent à Kinshasa, quand les Ondekan arrivent, c'est moi qui les accueille à l'aéroport d'Ndjili. Quand Jean-Pierre Bemba arrive, je les accueille. Mais j'ai dit qu'il y a un absent. Puisqu'on avait demandé à tous les généraux qui occupaient les zones de conflit de venir faire allégeance au nouveau gouvernement et au gouvernement qui était en place. Nkunda a refusé de venir et tout le monde a considéré ça comme un fait anodin. Et le représentant spécial n'a pas fait attention. C'était à l'époque Namangangongi. Amos Namangangongi n'a pas fait attention à cette question. Et voilà, la proclamation des résultats. Amos, c'était au moment de la signature de l'accord. Là, c'était déjà swing. Au moment de l'application des proclamations des résultats, le lendemain, Saké est attaqué, donc Kunda est à la porte de Goma. Et c'est comme ça, les jours même, d'abord nous allons passer chez Jean-Pierre Bemba avec le président pour les rassurer qu'en tant que citoyen congolais qui était challenger aux élections, arrivé deuxième, il a un rôle à jouer dans ce pays. Mais là, je dois dire aussi que le président Kabila n'était pas allé trop loin dans sa proposition, tout comme Jean-Pierre Bemba, alors que j'avais offert le cadre, n'a pas profité de cette situation-là pour décanter et donner, au fait, un exemple à l'Afrique, pour dire que celui qui gagne ne gagne pas tout, celui qui perd ne perd pas tout. Ça pouvait changer le cours de l'histoire de ce pays. Ça, il faut le dire. J'ai pris ce courage contre tous les membres de ma famille politique de l'époque. Et Jean-Pierre Bemba peut le dire, puisque c'est avec Mme Eve Bazaïba par après, que nous allons organiser l'exil de Jean-Pierre Bemba. Sinon, je pense, Dieu seul sait ce qui pouvait arriver à Jean-Pierre Bemba dans cette ville. Elle était sénatrice, elle n'était pas secrétaire générale d'IMLC, mais cette brave dame se comportait comme secrétaire général d'IMLC, et on l'a fait. Et moi, j'étais du PPRD, mais en tant que président de l'Assemblée nationale, j'ai considéré que j'étais neutre, donc je devais sécuriser tout le monde. Et la première loi que j'ai fait voter, c'est la loi sur le statut de l'opposition, avec un porte-parole, et tout le monde savait que c'était Jean-Pierre Bemba, mais il était en exil. Je suis allé le chercher, il n'est pas rentré, et la suite, vous connaissez. Donc finalement, l'histoire d'Nkunda va se transformer en scène de paix. Donc nous avons des rébellions dans notre pays comme des espèces de générations spontanées.
une rébellion qui met au monde plusieurs rébellions. Donc on a commencé avec l'AFDEL, après c'est le RCD KML, le RCD National, le RCD Wamba Diawamba, et puis finalement on finit par le CNDP, CNDP M23. M23 est là, vous voyez que ça reprend encore. Et de l'autre côté c'était le MLC, et puis finalement ils ont mis au monde de Roger Lumbala qui a occupé l'Isiro. Et donc c'est un pays où nous devons nous remettre constamment en cause en lisant l'histoire de notre pays. Alors, Monsieur Vital Kamerhe, sans vous couper, la première fois que les Nations Unies ont installé une mission au Congo, c'était du 14 juillet 1960 jusqu'au 30 juin 1964. Et là, on a déjà évoqué avec vous les chapitres sur la MONUC et la MONUSCO, puisque vous êtes une des pièces maîtresses de ces processus, parce que vous avez joué un rôle non des moindres. Mais qu'est-ce qui peut être considéré, selon vous, en dehors de ce que vous avez évoqué tout à l'heure par rapport à l'organisation des élections? Qu'est-ce qui peut être encore épinglé comme fait marquant de cette présence des Nations Unies au Congo? Premier fait marquant pour nous, d'abord, nous ne pouvons pas comprendre qu'on ait assassiné le premier ministre élu au suffrage universel à la personne de Patrice Emery Lumumba, père de l'indépendance, pendant que sa résidence était entouré par les forces des Nations Unies. Ça, c'est un fait marquant de l'histoire. Deuxième fait marquant, nous regrettons qu'à la suite du conflit au Katanga, parce qu'il fallait mettre fin à la sécession, que les Nations Unies aient perdu un grand homme, Dag Hammarskjöld, avec son avion qui est tombé aux environs d'Ndola. Un autre fait marquant de l'histoire des Nations Unies au Congo, c'est que finalement, il faut dire que ils ont réussi à nous éviter la sécession katangaise, c'est-à-dire à ce moment-là la partition du Congo. Cette riche province était convoitée par certaines puissances occidentales en instrumentalisant les fils de notre pays. Mais si nous revenons à la présente mission qui a changé à partir du 28 août 2010, qui est devenue MONUSCO, alors qu'avant c'était MONUC, nous pouvons dire, si vous posez la question aujourd'hui au peuple congolais, le peuple congolais va vous donner certainement un bilan mi-figue, mi-raisin. Le peuple congolais va vous dire oui, la MONUSCO ou la MONUC n'a pas fait assez. Mais le peuple congolais va vous dire aussi, si la MONUSCO ou la MONUC n'était pas là, nous allons peut-être être tous massacrés. Et nous pouvons épingler le fait que, avec la brigade spéciale instituée après l'accord d'Addis Abeba, après la résolution 2098 du 28 mars 2012, il faut reconnaître que cette brigade spéciale, en moins de 24 heures, avait mis en déroute le M23. Et la question qu'on se pose aujourd'hui, s'ils étaient en mesure de le faire en 24 heures, pourquoi ne le fait-on pas maintenant? La réponse est claire. Le gouvernement congolais, par la bouche de son porte-parole, après la victoire sur le M23, avait dit, bon, maintenant nous avons nos forces requinquées, on n'a plus besoin de la MONUSCO ou de la MONUC. Et ils ont commencé l'opération de Beni. Alors que Beni était calme. Bien sûr, tout le monde savait que dans les hauteurs de Rwenzori, il y avait les ADF et Nalu. Mais on n'avait jamais tué à Beni, comme on le connaît maintenant depuis cette date-là. C'est les FARDC seuls qui vont sans concertation, alors que dans l'accord qui avait été signé, il avait été entendu, et dans la résolution, que tout se fera en concertation. Collaboration entre l'état-major de la brigade spéciale et l'état-major des forces armées de la République démocratique du Congo. Et ils vont se permettre d'aller seuls. Et c'est quand elles rencontrent des difficultés maintenant qu'elles se retournent du côté des Nations Unies. Et depuis lors, je crois que l'amour n'est jamais revenu de façon parfaite entre les deux parties. Et donc je crois que nous devons aujourd'hui dire, parce que beaucoup de gens se posent la question, pourquoi cette mission doit rester près de 20 ans sur le territoire congolais, puisque je vous ai dit, c'est depuis 1999 qu'elle est là. En une année, ça sera 20 ans, c'est beaucoup quand même. Et c'est malheureux pour un pays qui devait se reconstruire. Et notre fait marquant, c'est que après la signature de l'accord global et inclusif, après l'organisation des premières élections, la communauté internationale avait surestimé les présidents élus en croyant que, bon, maintenant nous pouvons relâcher
pour laisser le gouvernement congolais de prendre en main, sereine, et organiser ces élections seules. Et nous n'allons donner que l'appui logistique, on ne va plus accompagner parce qu'il y a un gouvernement légitime. Erreur, puisque nous allons avoir le 28 novembre 2011 les pires élections de l'histoire de notre pays qui ont engendré la tragédie des M23. Puisque chaque fois qu'on signe avec les rebelles, après, il y a un général qui se met en retrait. Et là, à ce moment-là, on signe avec l'Nkunda Batware, c'est Ntaganda qui se met en retrait pour que les M23. Ntaganda est conduit à la CPI, c'est Makenga qui fait entendre sa voix. Et donc, couper cette spirale n'est pas trop compliqué. Un autre fait marquant, mais de façon négative aussi, c'est de constater que malgré la présence des forces des Nations Unies, une présence massive à l'Est, y compris dans les zones minières, on ne peut pas comprendre que les avions d'école de Walikale, pour les pays voisins, avec des coltans, des cassitérites, que les avions d'école de Luinja et de partout à l'Est, de l'Ituri, et sans aucun contrôle comme un État en occupation, qu'on continue à violer les femmes, qu'on continue à esclavagiser les Congolais dans les mines, comme si nous étions à l'époque du Moyen-Âge, c'est inacceptable. Là où le gouvernement est faible, nous avons l'obligation d'appliquer le droit humanitaire international. On ne peut pas, au nom de la souveraineté, abandonner un peuple en détresse. Il faut constater qu'il y a l'absence de l'autorité de l'État, il y a faiblesse de l'État, et ce qui fait que la mission des Nations Unies, qui est devenue MONUSCO, devait bénéficier d'une autre résolution pour son renforcement. Son renforcement pour qu'elle devienne une mission d'imposition de la paix. Imposition de la paix, ça veut dire aussi qu'on ne peut pas faire la paix sans développement. Et là, il faut imaginer des grands projets, puisque quand on dit mission de stabilisation, c'est quoi? C'est pour le développement et c'est pour la paix. Mais où sont ces grands projets? Puisque nous pensions qu'on allait construire une route qui partirait, par exemple, de Kalemi, en passant par Salamabila, et Fizi, Baraka, Ouvira, Bukavu, jusqu'à par exemple à Aru. Et tous les jeunes gens, les groupes armés, allaient être la main-d'œuvre pour la construction de cette route. Nous pensions qu'on allait reconstruire les écoles qui avaient été détruites. Nous pensions qu'on allait construire les hôpitaux. Nous pensions qu'on allait avoir un projet pour les éleveurs du Kivu, pour les agriculteurs du Kivu. Nous pensions qu'on allait créer des conditions pour que l'Ouganda et la République démocratique du Congo ne puissent plus vivre comme des chiens de faïence, comme des ennemis latents, mais renforcer maintenant les liens de réconciliation entre les deux États, et qui ne peut se passer que par des principes très élémentaires. D'abord, le respect mutuel, et secondo, que chacun reconnaisse les limites de son pays et ses atouts. Et à ce moment-là, si nous appliquons, Ricardo, la loi des avantages comparatifs, nous pouvons voir ce qui peut être fabriqué ou produit en Ouganda à un coût intéressant pour amener au Congo. Et naturellement, nous sommes en position de force puisque beaucoup de choses, à l'époque, l'histoire démontre, partaient plutôt de chez nous vers de l'autre côté. Nous avons vocation d'être la locomotive de l'Afrique subsaharienne. Je dis bien de l'Afrique subsaharienne. Nous avons vocation d'impulser non seulement la paix, mais le développement. Pas seulement pour nous, mais pour les pays voisins. Et donc, si on avait exploité les lacs méthane du lac Kivu avec les Rwandais, vous pensez vraiment qu'il y aurait encore des problèmes entre les deux États? Si, en appliquant les codes miniers, nous disons ce sont nos voisins, puisque la Chine vient et signe des contrats avec nous. Le Canada peut venir signer des contrats avec nous, mais quiconque passe par la grande porte et veut avoir accès aux ressources de la République démocratique du Congo, pas les piller, mais doit remplir les conditions et les critères fixés par la République démocratique du Congo, peut créer des entreprises. Mais c'est le Congo, en ce qui concerne ces ressources, qui doit dire ce qui doit être fait et qui doit fixer les conditions, quitte aux autres de les accepter ou de les refuser. Donc il y a moyen d'imaginer, comme l'INC, nous avons un plan de coopération régionale qui montre que tous les pays, les États de la région, en commençant par l'État éléphant, mais aujourd'hui couché, la RDC, qui va s'élever, ne vous en faites pas, pendant longtemps, les gens se sont moqués de la Chine. Le Japon, tous les pays autour, la Chine était la risée de tout le monde. Aujourd'hui, la Chine est déjà la première puissance économique du monde, pas la première puissance militaire, mais en voie de le devenir. Alors, je dis très bien,
Aujourd'hui, la Chine et les États-Unis d'Amérique ont de bonnes relations avec la France. Tout le monde veut aller en Chine. Et nous voulons donc demain que la République démocratique du Congo, et ça sera comme ça, devienne la Chine de l'Afrique, et que le Rwanda devienne le Singapour, si l'Ouganda peut devenir le Japon, si l'Angola peut devenir l'Inde, et donc chacun peut trouver son compte dans cette Afrique que nous voulons reconstruire de façon solidaire. Nous, Africains, c'est comme si nous étions entendus pour ne jamais nous entendre. Et donc, il faut l'émergence de nouveaux leaders qui vont perpétuer, qui vont réveiller les rêves des pères de l'indépendance, les rêves de Simon Kipou, les rêves de Lumumba, les rêves de Kwame Nkrumah, de Nelson Mandela, de Modibo Keïta, de tous ces grands du monde, de Senghor, qui ont toujours vu une Afrique solidaire, unie. Et je pense qu'avec ça, l'Afrique peut aller au rendez-vous de la mondialisation, la tête haute. Et pour cela, il faut, effectivement, je suis d'accord, avec ceux qui pensent qu'il faut réformer, restructurer l'Union africaine, et je félicite en passant le président Moussa Faki de la Commission de l'Union africaine. On sent qu'il y a un jeune président de la Commission de l'Union africaine avec un langage nouveau, doux mais ferme. Il est d'accord que l'Afrique aux Africains, mais n'est pas d'accord que l'Afrique aux Africains pour les dictateurs. Il est d'accord qu'on ne doit pas dicter à l'Afrique les formules pour ses solutions. Et pour cela, il propose des solutions pour les crises africaines, puisque le pouvoir a horreur du vide. Les Africains doivent cesser de se plaindre indéfiniment. Vous ne faites rien, les autres le feront à votre place. Et donc, moi, je ne désespère pas. C'est sur cette note que je veux dire que demander à la MONUSCO de partir, il faut poser la question, ceux qui demandent à la MONUSCO de partir, est-ce que la MONUSCO avait demandé de rester? Nous, il avait été entendu, quand j'étais commissaire général du gouvernement chargé du procès de paix, que le départ de la MONUSCO se fera progressivement avec la reprise des territoires conquis, avec le gouvernement congolais qui doit y instaurer son autorité. Mais notre police et notre armée, au lieu de sécuriser les populations là où elles s'installent, c'est elle qui devient encore un danger. Déjà dans la capitale, vous voyez ce qui se passe, les images insupportables que nous sommes en train de voir à l'occasion de différentes marches et même des rafles la nuit, les images des cambistes tués à Bukavu à plein jour, à Goma, l'hôpital attaqué, à Beni, Butembo, donc c'est inacceptable. Nous devons nous dire nous-mêmes que nous sommes à la base des malheurs qui nous arrivent. Nous avons affaibli notre pays, déjà à l'époque du maréchal Mobutu, parce que les gens ont oublié que notre pays avait envoyé des militaires pour faire la paix au Tchad et pour éviter qu'une partie du Tchad soit prise par la Libye. Notre pays avait envoyé des militaires au Rwanda pour instaurer la paix et notre pays a fait beaucoup de choses à l'époque d'Isaïe. Mais qu'est-ce qui a expliqué que le Congo, qui avait la plus grande armée avec le Maroc, de l'Afrique et l'Égypte, qu'est-ce qui a fait que le Congo, qui était la première économie avec l'Afrique du Sud de l'Afrique, qu'est-ce qui a fait que le Congo, qui était la première compagnie aérienne avec des DC-10, des DC-8, des Caravelles, et des Fokker 9 et des commandants bien formés dans des grandes écoles qui étonnaient tout le monde. Qu'est-ce qui fait que toutes ces premières places et deuxièmes places que nous occupions, aujourd'hui, paradoxalement, avec nos matières premières, nous sommes le deuxième pays le plus riche du monde, mais le deuxième le plus pauvre du monde. Nous devons résoudre ce paradoxe. Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, nous abandonnions nos enfants, les jeunes? Nous avons été dans de bonnes conditions, que ce soit au collège, que ce soit à la maternelle ou à l'université. L'autre fois, j'ai rappelé encore que, étant zaïrois, à l'époque, j'étais plus fier que congolais aujourd'hui. Zaïrois, étudiant, non seulement je mangeais le matin, je mangeais à midi, je mangeais le soir. Les syllabis nous étaient distribués gratuitement. Nous étions transportés, bien sûr, les gens peuvent dire dans les Thompson, oui, on appelait ces gros camions Thompson, mais aujourd'hui, il n'y a rien du tout. Et pour couronner le tout, nous étions payés. On avait la bourse. Cette bourse-là, non seulement nous l'utilisions pour nous-mêmes, mais on supportait une partie des charges de nos parents. Alors, qu'est-ce qui nous est arrivé? Alors, moi, j'ai dit qu'il est possible, si nous-mêmes, nous sommes honnêtes avec nous-mêmes, avec une vision d'un grand Congo, d'une grande Afrique, nous pouvons refaire les rêves d'hier, la réalité d'aujourd'hui et aller plus loin avec la nouvelle technologie, avec l'exemple du Brésil qui a enduré des siècles pour arriver là où il est. On peut critiquer aujourd'hui le président Lula, mais tout le monde est en train de voir que ce monsieur avait sorti le Brésil de la zone de la honte pour en faire la 5e puissance du monde. Aujourd'hui, donc, il est possible que notre pays puisse avancer.
Et avec lui, il va entraîner les 9 voisins. Et ensemble, nous allons nous concerter pour que cette Afrique subsaharienne et faire jonction avec le Maghreb pour que l'Afrique, demain, nous ne connaissions pas ce qu'on avait connu en Libye. Nous ne connaissions pas ce qu'on a connu au Burkina Faso. Nous ne connaissions pas ce qu'on a connu dans certains pays où les dictateurs continuent à dire, bon, après moi c'est le déluge, donc je suis irremplaçable. Et donc nous devons féliciter le président Zuma, malgré la petite résistance, il a fini par démontrer qu'à l'époque c'était un grand homme, il a démissionné. Et 24 heures après, l'ANC a élu Cyril Ramaphosa comme président de l'Afrique du Sud. Et nous le félicitons aussi. Et nous pensons qu'il va redorer le blason de l'Afrique du Sud, la lutte contre la corruption, comme il a dit. Mais non seulement l'Afrique du Sud doit savoir que c'est une puissance régionale et il doit compter avec la République démocratique du Congo. Nous lui souhaitons bonne chance. Et donc c'est ça, cette Afrique que nous voulons. Le Mozambique qui a quitté la guerre maintenant a plusieurs ex-présidents de la République. La Namibie qui en compte beaucoup, la Tanzanie. Et il y a beaucoup d'exemples, le Sénégal, le Ghana. Donc l'Afrique, il ne faut pas généraliser. Il y a l'espoir et les autres États qui ont démontré qu'il existe une vie après la présidence de la République vont certainement inspirer la République démocratique du Congo et d'autres pays à faire de même. Puisqu'il faut choisir entre deux voies. Une voie certaine, moi, président de la République, si je respecte la Constitution, je pars, je suis certain que je vais vivre et ma progéniture ne sera pas maudite. Mais si je veux rester par la force, nous savons toujours que la dernière voix et le dernier mot revient au peuple de Dieu, c'est-à-dire à Dieu. Quelle que soit la durée de la nuit, le soleil finit toujours par poindre à l'horizon. Et donc, c'est un message que j'envoie aussi au président de la République démocratique du Congo. Il n'est pas encore trop tard pour faire le bon choix. Il ne faut pas chaque fois regarder du côté de la Monisco, Monique, non. Nous devons aussi parler de notre pays. Nous sommes en passe de plonger ce pays dans les désordres des années 60. C'est inacceptable et nous pouvons éviter cela. Aujourd'hui, le président de la République dit, écoutez, tous les prisonniers politiques et d'opinion sont libérés, les exilés politiques, revenez. Moi, Joseph Kabila, je ne suis pas candidat, même s'il ne le dit pas, mais il dit les élections, c'est le 23 décembre, effectivement, 2018. Je ne vais pas interférer. Nous mettons à côté cette machine à frauder. Vous pensez que les gens ne vont pas sortir applaudir dans les rues? Est-ce qu'il y aura encore des raisons qu'il y ait des marches le 25 ou une autre date? Nous marchons de façon pacifique, c'est pour la paix, c'est pour la démocratie et c'est notre obligation en tant que leader, en tant que citoyen. Ce n'est pas seulement en tant que chrétien, non. Toute personne qui aime le Congo doit aimer la paix, doit aimer la démocratie. On ne peut pas avoir signé un accord qu'on appelle l'accord de la Saint-Sylvestre et quand on vous demande d'appliquer cet accord, c'est considéré comme un délit, comme un crime, alors il faut sortir l'armement lourd, il faut sortir des chars, des bombes lacrymogènes et des balles réelles et menacer tout le monde. C'est inacceptable. S'il vous plaît, Monsieur le Président de la République, seul devant votre conscience, il faut prendre la bonne décision. Vous entrerez certainement dans l'histoire des grands de ce monde. Il n'est jamais trop tard pour bien faire, surtout au profit du peuple de Dieu, le peuple congolais qui souffre tant. Alors, un jour une histoire reçoit Vital Kamerhe avec qui nous parcourons l'histoire de notre pays. Nous mettons un accent surtout sur la présence des Nations Unies en RDC. Monsieur Vital Kamerhe, par rapport aux enjeux de l'heure, notamment le processus électoral, comment les Nations Unies peuvent aider la RDC à parachever les processus de démocratisation en douceur? D'abord, les Nations Unies ont une expertise inégalée en matière électorale. Ils doivent tout de suite et maintenant dire à haute voix qu'on ne peut pas se hasarder dans un pays grand comme le Congo, avec 46 millions d'électeurs, faire l'expérimentation d'une machine à voter qui sera fabriquée en Corée du Sud. Ça, il faut qu'ils le disent clairement. Parce que nous avons organisé les élections en 2006 et en 2011 sans machine à voter. Ils ont essayé cette machine à voter pour les élections partielles des gouverneurs, ça n'a pas marché. Ils ont voulu faire une démonstration à Bukavu hier, chaque fois c'était un fiasco. Nous n'avons pas de l'énergie, nous n'avons pas la formation suffisante pour nos populations pour nous hasarder dans cette machine à frauder. Et on avait dit que c'était une machine qui était prévue parce que les bulletins de Tchangou, il y avait beaucoup de candidats, il y avait beaucoup de partis politiques. Mais à partir du moment où on a adopté la loi qui fixe le seuil à 1%, et qui fixe le cautionnement à $1000 par personne, par siège,
on a résolu les problèmes des bulletins volumineux. Et donc les Nations Unies, à l'époque, la MONUSCO, avait estimé à 90 millions de dollars américains le transport de tous ces consommables. Et avec la loi sur le seuil, certainement ça doit être revu à la baisse. On dit que la machine c'était pour économiser, non. Maintenant, nous avons économisé avec la loi et la machine doit venir nous compliquer la tâche, puisque cette machine, il faut un générateur, il faut des consommables, il faut des gens qui vont y travailler. Et quand vous entrez dans le calendrier électoral, la MONUSCO doit dénoncer cela. À partir du point 38 jusqu'au point 40, on parle des bulletins de vote. Préparation technique et déploiement des bulletins de vote. Donc, le président de la CENI a oublié d'enlever cela pour écrire machine à voter. Donc, le calendrier qui a été promulgué, le 5 décembre, pour nous, c'est une loi qui a été promulguée. Et donc, la CENI doit se conformer à sa propre loi. Deuxièmement, la MONUSCO doit et a accepté d'apporter son appui logistique. Notre pays est très grand. Troisièmement, sécuriser les électeurs et les candidats potentiels à la députation provinciale, nationale et surtout à la présidentielle. La MONUSCO doit imposer le respect des droits humains pour que les manifestations publiques prévues dans la Constitution et dans la loi soient reconnues à toutes les parties, pas seulement aux partis de la majorité présidentielle. Et elle doit aussi être une mission d'observation dans ce qui va se dérouler à partir de maintenant jusqu'au moment où les élections vont se passer. C'est transformer, sans le dire, en une sorte de siaste qui ne dit pas son nom. Puisqu'il y a un vide, qu'est-ce que nous faisons? Est-ce que c'est l'Église catholique qui doit le faire? On va dire que ce n'est pas la mission de l'Église catholique. Quoique l'Église catholique, même ça, quand on lui demande, déploie toujours des observateurs sur le terrain. Mais vous ne m'avez pas demandé ce que nous devons faire aussi. Il ne faut pas chaque fois que nous jetions toujours la responsabilité aux autres comme des petits-enfants. Nous, les partis politiques de l'opposition, nous devons, un, savoir unis, nous sommes forts. Deux, nous devons nous organiser pour ne pas rêver. Il y aura des élections. Donc nous devons mettre en place une mission d'observation électorale. Suivre le processus pas à pas. Qu'est-ce que nous faisons d'ici le 15 mars? Qu'est-ce que nous faisons du 24 juin au 8 août? Qu'est-ce que nous faisons du 25 juillet au 8 août? Qu'est-ce que nous faisons pendant la campagne électorale? Et qu'est-ce que nous faisons le 23 décembre 2018, date fatidique, date historique de l'élection? Et comment nous comportons-nous quand un de nôtres sera président de la République démocratique du Congo, va prêter serment le 12 janvier 2019. Voilà ce qui doit nous préoccuper. Et nous devons savoir géographiquement comment nous nous répartissons pour que cette fois-ci, nous puissions avoir le procès verbal et les résultats à la seconde même. Qu'on ne nous raconte pas des histoires. Et pour cela, nous avons besoin de l'accompagnement des radios Okapi, bien sûr, de la presse d'une manière générale, et surtout de la presse en ligne. Le Sénégal nous a démontré que la meilleure surveillance des élections, la présence humaine, mais il faut communiquer aux médias puisque tout de suite le monde entier a les résultats de chaque bureau de vote et le tripatouillage devient impossible. Voilà pourquoi nous tenons à ce que le point 38, 39 jusqu'à 40 du calendrier électoral du président de la CENI soit respecté. Puisque là, on prévoit les bulletins de vote, et on prévoit les procès-verbaux et on prévoit les urnes. Mais regardez dans le calendrier qui a été publié. Je n'ai pas vu où on a parlé des isoloirs. Et donc, nous allons faire un vote sans le secret du vote. Et vous êtes là, c'est quelqu'un, il y a un grand écran, la personne que vous choisissez, tout le monde voit que vous avez choisi X. Mais quand vous sortez, vous risquez de vous faire lyncher. C'est pourquoi on instaure l'isoloir. C'est seul devant sa conscience et on choisit, et c'est un secret. Vous ne direz jamais à personne qui vous avez élu. Et c'est très important. Donc, on ne va pas les violer la Constitution, on va violer les droits élémentaires des citoyens congolais, le secret des votes. C'est inacceptable. Donc ça, nous disons, c'est une question où il faudra alors marcher sur nos cadavres. Cette histoire de machine à voter. Et on va continuer le lobbying. On va voir l'ambassadeur de la Corée du Sud pour lui expliquer qu'il ne faut pas que son pays soit à la base de la débâcle électorale dans notre pays, c'est-à-dire de la reprise ou d'embrasement de la situation sécuritaire dans notre pays. Alors, les Nations Unies, c'est pas seulement la MONUSCO ou l'ONU dans les années 60. Il y a les agences du système des Nations Unies aussi qui jouent un rôle non des moindres. Comment vous évaluez ce travail-là qui date de plusieurs années? Non, ce travail, il faut le dire, le bilan est positif. Puisque
toutes ces agences des Nations Unies, que ce soit PAM, que ce soit Oxfam, que ce soit le PNUD, et tout ça, ils sont chez nous, les autres ONG. Pourquoi? Parce que l'État est faible. La question, il faut se poser, pourquoi ces agences des Nations Unies ne sont pas en Afrique du Sud? Pourquoi ces agences des Nations Unies ne sont pas sur le terrain, mais sont des organes qui collaborent avec les différents gouvernements? Pas remplacer le gouvernement dans ses missions régaliennes, de veiller au bien-être des citoyens congolais, de gouverner les pays au quotidien. Mais elles sont chez nous parce qu'il y a faillite de l'État. Et donc, nous ne devons pas nous prévaloir de nos propres turpitudes, s'il vous plaît. Nous devons être humbles pour reconnaître que nous avons tué le pays et nous avons l'obligation de faire naître ce pays de ses cendres. Si chacun passe son temps à jeter la pierre à l'autre, anges, démons, non. Il n'y a pas d'un côté les anges et de l'autre côté les démons. Nous sommes tous pécheurs et nous devons donc faire la repentance, la reconversion pour redonner espoir au peuple congolais qui nous regarde, médusé, pour montrer à la face du monde que l'élite congolaise existe bel et bien. Nous ne sommes pas la risée du monde. On nous a maintenus dans cette situation parce que nos ressources naturelles constituent momentanément une malédiction pour nous. Mais nous devons transformer cette malédiction en bénédiction pour que le Congo redevienne ce petit paradis rêvé par tout le monde. Jadis, les Sud-Africains venaient se faire soigner à Likasi, Jadoville. Ils venaient en vacances à Goma, à Bukavu et à Elisabethville, ou Mbashi. Ça doit devenir comme ça. C'est ça la vocation du Congo. Pour terminer, Vital Kamerhe, plus de 50 ans après la présence des Nations Unies en RDC, quelles leçons peut-on tirer pour l'avenir? Première leçon, c'est d'abord l'échec de l'élite congolaise. À chaque étape importante de la vie nationale, après chaque élection, c'est l'éternel recommencement. Après chaque élection, ceux qui ont perdu ont tout perdu et se transforment en mouvement de rébellion, comme les années 60. Après chaque élection, on revisite la Constitution. On a la Constitution de Luabour. Et quand Tchombe gagne, non, on nous sort Kimba. Et c'est ça le malheur de ce pays. Le président Mobutu vient pour instaurer la paix et l'unité. Il crée le mouvement populaire de la révolution. Il dit « j'y suis et j'y reste ». Ça devient le parti-État. Laurent Désiré Kabila arrive et dit « première décision, je dois mettre d'abord au tiroir la Constitution de la République et remplacer par un acte, un décret du président de la République ». Joseph Kabila arrive, il fait un discours spectaculaire le 26 janvier 2001. Jeune président au Conseil de sécurité des Nations Unies, j'étais là. Il fait un discours où il est salué par tout le monde. Et voilà, on organise les élections. Et puis on entre dans un cycle où on peut dire l'auteur commence à détruire son œuvre lui-même. Il est le premier à réviser la Constitution pour son intérêt personnel. Il laisse tous les autres articles. C'est mal l'article, il faut passer de 2 tours à un seul tour. Pourquoi? Parce que le président Kamerhe et le président Etienne Tshisekedi, paix à son âme, avaient déjà convenu que nous allons mettre en place une stratégie d'encerclement. Et donc, au deuxième tour, celui qui sera notre étude sera soutenu par l'autre. Donc, c'était très facile. Pendant qu'on est en train de travailler en 24 heures, alors que la matière n'était pas inscrite à l'ordre du jour et de l'Assemblée nationale et du Sénat, et c'est ça la loi. Quand vous convoquez la session extraordinaire, il faut mentionner de façon exhaustive les matières qui doivent faire l'objet de cette session. Et voilà, c'est fait, la révision. Et donc, en 2011, on organise les élections sans un calendrier, avec un calendrier sans contrainte, parce qu'on a déjà planté les décors de la tricherie. Et ça se passe très vite. En 9 mois, on met la CENI en place, on organise les élections. Après 2011, les évêques, les mêmes, avec les autres confessions religieuses, vont voir le président Kabila, ils lui écrivent, ils écrivent au président Tshisekedi, ils écrivent à Kamerhe, attention, le pays va vers la débâcle. Mettez-vous ensemble pour sauver la République. Le seul qui a répondu positivement, c'est votre humble serviteur. Le président Kabila a dit, j'ai été élu, je n'ai pas à négocier. Le président Tshisekedi a dit, c'est moi, j'ai été élu, je ne négocie avec personne. Et après, c'est le M23 qui nous rattrape. Donc nous devons savoir lire l'histoire. Ne recommençons pas les mêmes erreurs, s'il vous plaît. Aujourd'hui, nous avons le calendrier électoral. Il n'y aura jamais de calendrier parfait. Nous devons prendre le président Kabila dans son propre piège. Le 23 décembre, il y aura élection en République démocratique du Congo. Provinciale, législative nationale et présidentielle. Et pour cela, il faut les mesures
d'application, il faut appliquer les mesures de décrispation politique prévues dans l'accord de la Saint-Sylvestre, c'est-à-dire le retour des exilés politiques, libérer tous les prisonniers politiques et d'opinion, mettre fin au dédoublement des partis politiques, respecter les droits de tous les partis politiques, observer scrupuleusement les droits humains, accès libre aux médias à tout le monde, et il peut faire ce qu'il veut du gouvernement et du Sensa. Nous, l'opposition, nous ne sommes plus dans ces chapitres-là. Nous sommes dans les chapitres de l'alternance pacifique politique dans notre pays. Voilà ce qui nous préoccupe. Et tant que le président Kabila n'entendra pas raison, la pression va continuer, les marches vont redoubler d'intensité. C'est cela aussi la démocratie. Vital Kamerhe, merci d'avoir répondu à nos questions et merci de votre disponibilité toujours pour ces magazines. C'est moi qui vous remercie et à travers vous, tous les auditeurs de Radio Okapi. C'était une mission de vérité, donc je devais dire la vérité et rien que la vérité. Pour ceux qui ont été vexés par ce que j'ai dit, qu'ils me pardonnent, mais je dirai toujours la vérité parce que je suis déformé par l'exercice de la vérité. Et je sais que seule la vérité peut nous affranchir. Encore une fois, merci de nous avoir choisis pour cette page d'histoire de notre pays.